On retrouve nos invités pour la suite, comme Valentin Mayaba, Germain Pouli et Eric Johnson. On parlait du Ghana et de cette crise économique qui frappe le pays de Nana Akufo-Addo. Alors, Eric Johnson, vous voulez ajouter quelque Ouais, chose? je voudrais donner un exemple palpable. Il y a de cela une semaine, 10 jours, disons, que des Togolais ont commandé des choses au Ghana, Mm. puisqu'ils s'approvisionnent en leur intrant au Ghana. Et le coût qui leur avait été donné à la tonne, c'était pratiquement 450 000 francs. CFA. 450 000 francs CFA. CFA. Et en moins d'une semaine, je vous dis, le lundi, quand ils sont allés pour acheter Mm. leurs intrants, la tonne passe à 650 000 francs CFA. Imaginez, en moins d'une semaine, 450 000 et après 650 000. Ça veut dire qu'il y a un surcoût de 200 000 francs que ces commerçants togolais doivent déposer pour pouvoir obtenir ce qu'ils cherchaient. L'ambition de Nana Akufo-Addo, au départ, elle était noble. Quand vous imaginez que dans leur projection, c'était de construire par exemple une usine par district. Il y a au total 216 districts au Ghana. Donc si on construisait 216 usines dans le pays, ça veut dire que logiquement, il y aura du travail, l'emploi et il y aura de la plus-value. Et donc par conséquent, le Ghana pouvait financer son économie. Malheureusement, ce projet est resté à l'étape de projet. Et donc, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire et, enfin, humanitaire, si on ose parler ainsi, ça fait que le Ghana ne peut plus même financer sa propre économie. Germain parlait tout à l'heure de la dépréciation du silice qui est à moins 40%. Vous imaginez aujourd'hui le Nigeria est dans la même situation et bientôt ils vont changer les billets et le Naira parce que la Banque centrale estime que l'argent qui devait servir à financer l'économie se trouve ailleurs que dans les banques. Ça veut dire que, comme disait Germain tout à l'heure, il faut à l'État trouver des financements lourds pour pouvoir fonctionner. Et donc, c'est le cas du Ghana. Si on ne fait pas attention, on aura le même cas qu'au Zimbabwe où pour avoir 1000 dollars, il faut prendre une valise de francs locaux. Vous imaginez tout ça. Donc, le Ghana aujourd'hui a besoin de ces institutions-là pour pouvoir... Mais ce n'est pas du tout gagné, puisque politiquement, il y a encore un débat. Dans le camp Du président du même. président même, les gens sont réticents à ce qu'on retourne vers le FMI. Mais quelle solution ceux-là vont donner? Alors que l'opposition pense qu'il faut plutôt y aller. Et très rapidement, parce que l'opposition aussi veut arriver au pouvoir. Mais quand vous arrivez au pouvoir avec cette dette-là, avec cette inflation, avec cette monnaie qui n'a plus sa valeur, mais vous allez financer l'économie de quelle manière? C'est pour ça que l'opposition pousse plutôt le régime à aller vers le FMI. Alors, vous aviez parlé sans souligner ça en profondeur tout à l'heure, Germain Pouli, de cette crainte de la population quant aux mesures d'austérité. On sait que souvent, quand on prend ces genres de décisions, ça agit forcément sur la population. Oui, tout à fait. Et le FMI va arriver avec des exigences, hein, et certaines déjà sont contenues dans les 12 mesures que le président a annoncées dimanche à sa population. Et donc, il faut que les impôts fassent rentrer
plus d'argent. Ça veut dire que les Ghanéens qui ne payaient pas les impôts, je parlais tout à l'heure de ce grand nombre qui travaillent dans l'informel, ils sont obligés d'aller dénicher des niches fiscales. Ceux qui font de l'argent et qui n'avaient pas l'habitude de payer les impôts, il faut le faire. Déjà que quand la crise a commencé, ils ont eux-mêmes apporté de nouveaux impôts, notamment sur les transferts monétaires à travers le numérique. Les gens contestaient déjà. Donc ce qui va arriver, le FMI ne pourra vous donner de l'argent que si vous arrivez à garantir que vous pourrez remonter la pente. Parce qu'aujourd'hui, les banques et autres, auprès de qui le Ghana prenait de l'argent, ne sont plus prêtes à donner de l'argent au Ghana qui est surendetté. Et donc, l'État ne peut plus. Il n'y a que le FMI aujourd'hui qui peut. Mais quand ils viennent, c'est que déjà le budget de 2023, le Ghana ne peut l'élaborer qu'avec le FMI. C'est au FMI de lui dire, ben voilà ce qu'il faut faire ici, là, et sans l'avis du FMI, comme ce qui se fait un peu dans la plupart des pays, ce budget ne sera pas du tout adopté. Donc le Ghana est coincé, il va le faire. Maintenant que les Ghanéens aussi, c'est ce que le président essaie de le faire comprendre, d'accepter le recours au FMI, ça sous-entend aussi accepter les nouvelles mesures et les réformes, donc qui seront amenées, le sacrifice qui va avec. Je crois que c'est un coup dur pour ce président qui avait des ambitions, mais qui est confronté aux réalités économiques, parce que ce n'est pas aussi simple ce qu'il prévoyait faire. Et aujourd'hui, c'est le peuple du Ghana qui va devoir se mettre derrière ce président-là, comme Eric le disait. Ce qui est sûr, c'est que son parti aura du mal à remporter la prochaine élection. Mais ceux qui viendront trouveront une situation difficile. Et eux, ils se battent pour qu'il y ait un début de solution. Dans les mesures que le président annonce, il y a des mesures qu'il annonce pour 2025 et au-delà. Mais les Ghanéens n'attendent pas 2025 pour qu'on règle leurs problèmes de vie chère aujourd'hui. Donc, c'est assez difficile, mais en même temps, il y a des mesures importantes qu'il a annoncées qui sont le retour à la consommation locale, parce qu'il faut, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, pas pour le Ghana, ils importent tout. Ils importent le riz, le sucre, tout est importé. Et donc, il dit qu'il faut privilégier aujourd'hui les produits du Ghana. Il compte aussi soutenir l'agriculture et l'industrie nationale, mais on ne sait pas dans quelles conditions, dans ces conditions-là, et sans argent, comment il pourra le faire. Mais il y a quand même un chapelet de bonnes intentions, on espère que tout ça là va redonner un peu espoir. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est la déception. Les promesses aujourd'hui se révèlent être du populisme, hein, tout simplement. C'est parce qu'on veut gagner l'élection et on promet tout. Et là, il s'est vraiment trop empressé pour se désolidariser. Déjà en 2019, il a fait un budget sans le FMI. Et juste après, les difficultés ont commencé. Donc, il revient un peu dans les rangs. Et espérons que ce peuple aujourd'hui qui est très affecté, la vie chère aujourd'hui au Ghana, c'est plus que partout dans la sous-région. Hein. Les effets sont plus difficiles au Ghana que partout dans la sous-région. Et espérons que dans cette difficulté-là, les populations vont pouvoir le soutenir pour sortir avec l'accompagnement du FMI. Alors, on va passer du Ghana Beyond Aid à Ghana with Aid. On est obligé. En tout cas, dans tous les cas, on va quitter le Ghana pour le Burkina Faso. Ce pays, sous Ibrahim Traoré, est à la croisée des chemins. La rue crie. Elle demande d'ailleurs le départ des troupes françaises de ce pays tout en brandissant des drapeaux russes. Le gouvernement, surtout le Premier ministre Apollinaire Joachim Tiemlin de Tempela, lui, il dit qu'une solution interne s'impose. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, il a préféré un recrutement de plus de 3000 soldats et 5000 supplétifs. Alors aujourd'hui, comme Valentin Mayaban, on vous retrouve. Le Premier ministre semble dire qu'il n'a pas attendu la rue, ou bien qu'ils n'ont pas attendu la rue, parlant du Burkina Faso peut-être, pour avoir les partenariats avec la Russie. Cela veut dire quoi concrètement selon vous? Non, en fait, il faut le comprendre. Aujourd'hui, quand tu es dirigeant,
et que tu dois travailler à travers la rue ou à travers la grogne, je ne pense pas que tu peux réussir parce que, après tout, c'est toi le leader. C'est toi qui as un programme que tu élabores. Puisque à chaque fois, s'il faut répondre aux grognes de la rue, je ne pense pas que ça va apporter quelque chose. C'est justement pourquoi, quand la population descend de la rue demandant le départ des forces françaises, ou peut-être, oui, des forces françaises, et c'est vrai quand tu n'es pas trop, comment l'appelle-t-on, tu n'as pas un esprit beaucoup plus élevé, tu vas céder dans ces caprices-là. Et tout à l'heure, vous allez voir que c'est de la catastrophe. Moi, à mon avis, quand nous ne savons pas faire, surtout le sentiment que les gens actuellement par rapport aux forces françaises ou peut-être aux forces étrangères, nous allons nous mouler dans un creuset où on ne pourra pas s'en sortir. C'est vrai, moi j'ai eu apprécié même le jeune Ibrahim Traoré, parce que quand vous regardez un peu ce qu'il dessine comme un plan de construction même du Burkina par rapport à la gestion comment l'appelle-t-on, à la gestion de la transition. Par rapport aussi aux problèmes liés au terrorisme, il prend en compte toutes les forces, il a eu à le dire, toutes les forces qui seront en mesure de nous aider. Nous sommes prêts à aller vers. D'ailleurs, même ils étaient avec toutes les forces. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes en partenariat, par exemple, avec la Russie depuis longtemps. Depuis longtemps, il a dit. Donc, ce n'est pas la rue qui va venir demander à un président de chasser les forces françaises et qui le sait. Et si demain, cette même population sort dans les rues, demande le départ de Thiel, ça veut dire qu'il doit répondre. Ça veut dire que tu n'es pas tu n'es pas un leader ou tu ne gouvernes pas, tu n'as pas le coup de franche pour créer ce qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est pourquoi le Premier ministre, sa réaction, moi, ça m'a plu, parce que vous aurez pu le comprendre que ce qu'il dit est profond de sens. Ils n'ont pas attendu la rue avant de demander à ce que d'autres forces viennent en appui. Cela voudrait dire que ce n'est pas la rue qui leur dicte, qui leur donne le chemin ou enfin le truc qui leur donne la voie à suivre. Et donc, à mon avis, il faut qu'on fasse extrêmement attention par rapport aux partenaires que nous voudrions qui nous appuient dans l'intervention ou dans la gestion du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le partenaire qui vient, ce qui importe, c'est que vous devez quand même vous entendre sur des mécanismes qui puissent se mettre ensemble pour que ce qui est essentiel ici, c'est de faire tout pour que le territoire burkinabé puisse quand même avoir, puisse récupérer toute toute la superficie du Burkina. Vous savez que la totalité, vous savez que pratiquement plus de 40% échappe au contrôle de l'État. Et donc c'est grave. Aujourd'hui, il a dit, avec le gouvernement, je crois, de 23 ou de 23 ministres, il a dit que c'est un gouvernement de mission. Ils sont là, d'abord, c'est pour récupérer tout le territoire burkinabé doit être aux côtés du Burkina. Enfin, doit quand même ne doit pas être quand même aux côtés des rebelles, enfin des terroristes. Donc, il faut d'abord aller sur ce chantier-là. Même le recrutement de 50 000 hommes qu'il a mis en actif. Comme supplétif. Oui, c'est justement pour que cette question d'occupation du territoire-là, qu'on puisse d'abord résoudre ça. Qui ait ce contrôle-là, qu'ils puissent quand même avoir les possibilités de pouvoir gérer le territoire. Quand ils sont menacés, nous ici au Togo, les pays côtiers aussi sont menacés. La plus forte raison, quand ils avaient échappé, il y a le nord, enfin le sud du Burkina, le nord du Togo. Était échappé, était sous le contrôle des djihadistes. Nous avons suivi des coups ici. De temps à autre, vous avez vu les stratégies que le gouvernement togolais a déployées pour pouvoir quand même mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Donc aujourd'hui, il faut chercher des stratégies pour quand même que cette question du terrorisme-là, ces djihadistes, ces terroristes-là, qu'on puisse quand même les repousser au loin. Maintenant, quand nous allons rester dans le champ de les Français doivent quitter, on n'aime pas les Français, il faut que les Russes viennent. Cette question, moi, je ne pense pas que c'est véritablement ça qui peut résoudre le problème du Burkina. Le Burkina doit chercher à quand même avoir tout
le territoire, enfin, récupérer tout son territoire avant de penser à comment des choses pour penser à une autre, puisque c'est la transition que Traoré, en train selon de ce faire. qui a été dit, il a dit que c'est la transition, on ne sait pas ce qui va advenir parce que ça s'est fait ailleurs, nous avons vu, on dit on vient pour la transition, après, peut-être c'est des modifications constitutionnelles et puis mais ce n'est pas ça, aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de tout faire pour que le peuple burkinabé puisse se retrouver entre eux, pour qu'ils puissent dialoguer. L'affaire même, le Premier ministre a eu à le dire. Il dit cette question de terrorisme, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Dites-vous que vous avez un défi à relever, c'est le défi sécuritaire. Il faut que chacun s'y mette, doit jouer sa partition pour que ces défis-là soient relevés à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, à mon avis, le Premier ministre a donné une communication qui va faire baisser un peu les ardeurs des gens de la rue, les intentions négatives des gens de la rue, mais en même temps, il ne faut pas. J'ai cru aujourd'hui, je crois que le président serait, je crois, au Mali, il y aura une visite de travail avec le colonel Assimi Goïta. Certainement des questions liées au terrorisme vont intervenir dans ce sujet-là. Mais c'est ensemble que nous pouvons résoudre ce problème-là. Si le Mali se met en synergie se met ensemble avec le Burkina, le Mali, le Niger, et nous savons que nous pouvons surtout au niveau de la zone des trois frontières. Justement, la zone des trois frontières. Donc, on va souhaiter que cette question-là, qu'on ne puisse pas se pencher véritablement sur des questions anti-français pour laisser le problème là où il est. Le problème aujourd'hui, c'est le terrorisme. Si nous ne savons pas, nous allons nous orienter vers cette question-là et laisser ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel ici, c'est la lutte contre le terrorisme. Allez, la rue donc est poussée par l'aiguillon des panafricains. On va suivre Dr Sebego Rakistaba Sidibé. Il est le président national du collectif des leaders panafricains. Mobilisation ce matin, 28 octobre 2022, pour demander le départ pur et simple de la base française militaire 6 à Kangboinsin. Ensuite, le départ de l'ambassade de France ici. Donc nous avons donné une note à l'ambassade de France et une note également à Kangboinsin ici, mais le contenu est identique. Ça veut dire que nous leur donnons les plus brefs délais, c'est-à-dire 72 heures, pour qu'ils s'assument et respectent nos points de vue et quitter le territoire burkinabé. Passé ce délai, nous allons nous donner les moyens, la voix du peuple, descendre massivement dans la rue pour réclamer leur départ de force. Alors, Eric Johnson, quand il parle de la voix du peuple, comment vous analysez cela? La voix du peuple. Vous savez, personnellement, je ne comprends plus rien par rapport à ce qui se passe. Parce que de tout temps, il est dit que nous sommes des États souverains et donc nous avons la possibilité d'ouvrir notre champ de coopération avec tous les pays au monde parce que nous avons besoin de chacun dans un domaine précis. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, quand vous lisez un peu l'histoire, vous savez ce qui nous arrive dans la sous-région, on doit comprendre cela à travers notre histoire. Et c'est le français, le français qui a écrit, Antoine Glaser, qui a écrit, le journaliste français. Le journaliste français qui a écrit tout récemment un livre plus français, plus arrogant que français en Afrique. C'est le titre de son dernier roman. Et dans cela, je viens de lire un truc très important. Vous savez, en 1800, quand on a fait la première carte de l'Afrique, et également c'est un Français, un géographe français qui l'a fait, il s'appelle Guillaume Deslille, il a dénommé l'Afrique subsaharienne barbarie. L'Afrique centrale, négricie. Et l'Afrique australe, cafrerie.
Ça veut dire tout simplement que par rapport à tous ces gens-là, à ces Occidentaux, nous ne représentons rien. La barbarie, la cafrerie, la négricie, ça donne aucune valeur à l'humain. Et donc, Vous voulez dire que vous retrouvez ces trucs en ces Aujourd'hui, manifestants? aujourd'hui, dans ce qui se passe, parce que nous n'arrivons plus à réfléchir, à nous asseoir pour trouver des solutions Pour voir à ce qui nos se passe, problèmes. ouais. Nous faisons un peu du suivisme. C'est le mot l'atavisme, comme certains disent. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes. Parce que ça se passe ailleurs, il faut le faire aussi chez nous. Pour quel résultat? Aujourd'hui, quand on nous dit que la France, oui, les Français, aujourd'hui, savent tout ce qu'ils viennent chercher en Afrique. Mais est-ce que les autres Occidentaux viennent chercher autre chose que ce que les Français viennent chercher? Il ne faudrait pas Peut-être que qu'on la France dise... a exagéré à un moment donné, Eric Johnson. Mais, Ouais, c'est le même objectif, mais Mais- peut-être que la France en fait trop. mais quel pays occidental n'exagère pas en Afrique? Vous pouvez m'en citer un? Donc tout le monde exagère. Eux tous, ils font la même chose. Ils font la même chose. Maintenant, lorsque vous sortez les gens dans la rue pour réclamer quelque chose, franchement, je pense qu'il faut que ça soit véritablement bien réfléchi. Et il faut que cela soit réaliste. Quand on dit départ des troupes françaises, ça on peut comprendre. Il a parlé également de l'ambassade de France. Il va trop loin selon vous, À mon Dr. avis, Sidibé? à mon avis, tout ça là n'est que du suivisme. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, comme l'a écrit le professeur Kakonou Boukpo, qu'il faut un néo-protectionnisme en Afrique. Il faut que nous-mêmes, nous arrivions... Il a démontré que c'est au cours de cette crise sanitaire où nous étions recroquevillés sur nous-mêmes que nous avons su que nous avons des richesses. Nous avons des choses. Et donc, à partir de ce moment, on peut protéger tout ça, ces richesses-là, pour développer nos pays. Lorsque vous parlez des gens, lorsque vous leur donnez cette importance, lorsque vous leur dites que c'est vous, c'est à cause de vous, Que nous sommes ainsi. mais vous-même, qu'est-ce que vous développez chez vous? Vous n'avez pas ce sentiment que l'Africain se remet en cause, essaie de chercher lui ce qu'il Toujours. n'a pas fait. Donc pour lui, toujours, c'est la France qui est à la base de nos problèmes. À la base de nos problèmes. Tous les Occidentaux. On dirait parce mieux. qu'ils- Hein. Pardon? Non, mais on dirait mieux. Après, il y a la France. Après la France, c'est l'État. Après l'État, c'est la famille. Donc, C'est-à-dire que quand vous prenez toujours- un Africain, c'est la France. Après, c'est Son l'État. problème? Après, c'est sa famille qui l'aide pas. Donc, c'est les C'est trois, fini. en fait. Donc, Donc, ça lui, veut il dire n'est que- responsable de rien. De rien. Alors il faut qu'on réfléchisse. Parce que ça, d'abord, vous savez, quand ça se passe comme ça casse le tissu national. Parce qu'il y en a qui sont pour et finalement d'autres qui sont contre. On l'a vu au Tchad. Mais parce il y a que eu- vous allez parler Mm. d'autrui pour casser votre tissu national. Ouais, mais c'est clair. On l'a vu au Tchad. Il y a eu une Même manifestation contre la France. Après, on a vu une manifestation. J'ai rencontré même un Burkinabé il y a 2 jours. Il a Lomé et il me dit qu'il devait aller en novembre à un festival en France. Et il dit que ben, son pays est foutu. Que là, on demande aux Français de partir. Il ne comprend rien. Lui, il a des activités beaucoup plus culturelles là-bas et tout ça. Tout est aujourd'hui à l'eau, on en discutait. Ceci pour dire qu'on se trompe un peu. Et là, je crois que le Premier ministre quand même est en train de recadrer les choses. Quand il dit, si vous aimez le président, vous voulez le soutenir, allez-y au front. Ceux qui sont dans la rue, Dans la rue. le meilleur soutien qu'ils peuvent apporter au président, c'est d'aller combattre les djihadistes
dans les zones. Ce n'est pas réclamer l'arrivée de la Russie. Bon, il ne dit pas qu'ils n'ont pas coupé avec la Russie, mais ce n'est pas la Russie qui viendra régler le problème. Le président a été quand même assez clair, il a accordé une interview à une agence américaine où il disait que Wagner ne sera pas au Burkina. Et qu'il compte sur l'armée burkinabé et les Burkinabés pour régler le problème. Le problème, c'est très important. C'est une position responsable. Mais ceux qui sont dans la rue, ils croient que quand Wagner va venir, ils vont se terrer chez eux et Wagner va aller sur le front pour traquer des djihadistes. Non, je crois que c'est de l'irresponsabilité. Ça dit que nous ne sommes responsables de rien. C'est les autres, bon, c'est les Français, à tort ou à raison. C'est vrai qu'il y a des arguments anti-français assez solides, mais en même temps, aujourd'hui, on se perd totalement, et c'est ce que Eric disait. Donc, tout c'est sur le dos de la France. Vous voyez quelqu'un qui à la maison, il n'entreprend rien, il ne trouve pas à manger. Il vous dit que c'est le système francophone. On ne nous a pas appris à chercher à manger. Mais comment on va vous apprendre? Vous comprenez? Donc, quand ce n'est pas la France, c'est l'État qui ne fait rien. Ou c'est la famille, c'est mon oncle qui est riche, ou mon père qui est, ou ma tante qui a ça, qui ne veut pas m'aider, qui veut pas... Donc, on est un peu dedans. Et aujourd'hui, on l'extériorise. On pense que... Valentin n'a pas vu ça avant de devenir président. On pense que c'est la Russie. C'est vrai, le président malien et burkinabé aujourd'hui, il est annoncé à Bamako. Il a besoin de l'aide de Bamako parce qu'ils partagent une grande frontière ensemble et ils ont besoin de combattre ce fléau de part et d'autre. Mais après, je ne crois pas que le Burkina s'inscrit dans cette logique de la Russie. Ils peuvent acheter des armes chez les Russes, ils peuvent avoir un accompagnement militaire russe, mais je ne crois pas qu'ils comptent sur les mercenaires russes d'ailleurs qui aujourd'hui les annoncent déjà plus occupés en Ukraine et ailleurs, pour venir combattre. Si c'est ce que les populations attendent, moi je crois que c'est faire fausse route. Il faut laisser ce gouvernement-là déployer de nouvelles idées, trouver une solution burkinabé ou africaine à ce qui est en train de se faire. Et je pense que c'est dans cette logique que se situe le jeune capitaine et son premier ministre, qui, il faut le dire, a eu le courage quand même de se dédire une ou deux fois. Parce que la gestion du pouvoir, c'est autre chose. Hier, peut-être, il était dans la rue, il parlait de Russie. Mais aujourd'hui qu'il est Premier ministre, il sait que les réalités sont autres et qu'il faut gérer autrement les choses. Hier, il était dans la rue, il disait il vient venir réduire le prix du carburant. Aujourd'hui, il sait que sur la base de la santé économique du Burkina, il ne peut pas réduire le prix du carburant, que ça ne dépend pas d'eux. Donc, il y a des réalités comme ça. Après, la rue, ça reste des gens qui descendent à chaque fois pour applaudir le coup d'État. Les mêmes qui avaient applaudi Damiba, c'est les mêmes qui applaudissent Traoré. Demain, c'est les mêmes qui vont applaudir celui qui va faire chuter Traoré. On ne le souhaite pas, mais si ça arrive, c'est les mêmes qui vont descendre. Donc, on ne se laisse pas conduire par le peuple, mais un leader, c'est celui qui conduit le peuple. Et je crois que la sortie du Premier ministre burkinabé va remettre les pendules à l'heure et recadrer le débat. Je crois que nous n'interrogeons... On nous attend pour le journal, Eric Johnson, je vous le promets. Après le journal, justement, on va encore un peu parler du Burkina Faso avant de filer au Brésil.